Les premières lunettes Ray-Ban Meta ont été un succès surprise. Personne ne s'attendait vraiment à ce que des lunettes connectées soient mieux réussies. Et pourtant, ce modèle est devenu, en toute discrétion, la paire que les gens portaient vraiment au quotidien. La deuxième génération avait donc la barre très haut. Et sur le papier, elle apporte de vraies améliorations. Mais voici la stricte vérité à laquelle je ne m'attendais pas en m'asseyant pour faire ce test. La situation autour de ces lunettes est devenue beaucoup plus complexe qu'un simple « voici la nouvelle version, elle est meilleure ». Je les utilise au quotidien depuis un moment maintenant, dans la vraie vie, et je vais tout expliquer. Ce qui est franchement réussi, ce qui m'a déçu et ce que tu dois absolument savoir avant de dépenser le moindre centime. Parlons qualité d'image, car c'est là que beaucoup de tests restent flous. Tu filmes désormais en 3K à 30 images par seconde. Le capteur fait 12 mégapixels, mais voici un détail que la plupart des gens survolent. Seuls 6 mégapixels et demi servent réellement à composer ton image. Le reste est mis au service de la stabilisation. Et il faut le reconnaître, cette stabilisation tient carrément la route. J'ai marché, bougé, tourné la tête rapidement en filmant, et la vidéo ne ressemble pas à un fouillis tremblotant. Le rendu est fluide. Le look des images est bon, lui aussi. C'est naturel. Ça n'a pas cet aspect surtraité et exagérément accentué que beaucoup de smartphones proposent aujourd'hui, où tout a l'air un peu faux. Est-ce que ça va te scotcher si tu le projettes sur un grand écran de TV? Non. Soyons réalistes, c'est une caméra cachée dans une paire de lunettes de soleil, pas du matériel de cinéma. Mais pour ce que c'est, pour capturer des moments sur le vif et les publier, c'est franchement impressionnant pour sa catégorie. Venons-en au revers de la médaille, et il est de taille si tu envisages de l'acheter. Le format vidéo est bloqué sur un ratio plutôt carré, tirant sur le vertical. Si tu vis exclusivement à travers les Reels, Stories et TikTok, où le vertical règne en maître, tu ne t'en rendras même pas compte. C'est taillé exactement pour ça. Mais si tu fais comme beaucoup de monde et que tu filmes à l'horizontale, la façon dont nos yeux voient réellement le monde et le format idéal sur un ordinateur ou une TV, tu vas regretter l'absence de mode paysage, car il n'y en a pas. En plus de ça, chaque clip est limité à 5 minutes. C'est mieux que la limite de 3 minutes de la première génération, mais ça reste un plafond. Et il n'y a pas de diffusion en direct intégrée. Si tu possèdes déjà la première génération et que ta seule interrogation est « cela vaut-il vraiment le coup de changer ?», cette section est faite pour toi, car il s'agit de l'amélioration la plus significative. Tu bénéficies désormais d'environ 8 heures d'autonomie avec les lunettes, contre environ 4 sur le modèle d'origine. C'est le double. Et l'étui de rechargement offre maintenant près de 48 heures de réserve supplémentaire, contre environ 32 auparavant. Laisse-moi traduire cela concrètement, car une fiche technique ne veut pas dire grand-chose tant qu'on ne le vit pas au quotidien. Avec la première génération, une grosse journée d'utilisation, à prendre des photos, filmer et écouter de la musique en continu, pouvait vraiment épuiser la batterie, et tu gardais un œil dessus dès l'après-midi. Avec la Gen 2, cette limite disparaît pratiquement. Après une journée entière en extérieur, tu ne tombes plus du tout en panne de la même façon. L'angoisse du « vais-je tomber à plat avant la fin de la journée » s'évanouit en grande partie. Si tu utilises beaucoup ces lunettes pour la photo et la vidéo, cette avancée suffit à elle seule à justifier le passage au nouveau modèle. Les petits détails sont très bien pensés ici. Mon préféré reste le geste d'appui prolongé sur la branche. Tu le configures pour déclencher une action. J'ai réglé le mien pour lancer une station de musique et ça marche instantanément, sans tâtonner. Petite mise en garde toutefois, cela fonctionne parfaitement avec Apple Music et Spotify, mais cela ne marchera pas avec YouTube Music si tu es sur iPhone. Si c'est ta configuration, te voilà prévenu. Les haut-parleurs à oreille libre sont une excellente décision. Au lieu de t'isoler du monde comme des écouteurs intra-auriculaires, ils te permettent d'écouter ta musique et tes podcasts tout en restant attentif à ce qui t'entoure. La circulation, les gens, tout. C'est exactement ce qu'on attend d'un appareil qu'on porte en se baladant dehors. Tu disposes également d'un vrai pavé tactile pour contrôler tes médias et l'assistant, d'un témoin d'état
d'un voyant d'enregistrement et d'une certification d'étanchéité IPX4, ce qui signifie qu'elles résisteront à la pluie et aux éclaboussures, mais qu'il ne faut absolument pas te baigner avec. Et un petit conseil un peu embarrassant que je te partage pour t'éviter la même erreur. Ne nettoie surtout pas ces lunettes avec de l'alcool à friction. Cela ruinerait la finition de la monture. Maintenant, voici le sujet. Si tu hésites à franchir le pas, la moitié du travail consiste à choisir la bonne paire et à la configurer correctement pour ne pas jeter ton argent par les fenêtres. C'est exactement pour cela que j'ai conçu un guide. Il détaille quel modèle convient à quel usage pour que tu achètes le bon, te guide pas à pas dans la configuration du premier jour et te donne les commandes IA qui valent vraiment le coup, classées par situation. C'est le tout premier lien dans la description. Si tu es sur Facebook ou TikTok, envoie-moi lunettes méta en message privé. Allez, on reprend. C'est ici que le bas blesse, et je ne vais pas y aller par 4 chemins. L'IA de méta, c'est kit ou double, et ça tombe à côté plus souvent que je ne le voudrais. L'idée est géniale. Tu regardes quelque chose, tu demandes ce que c'est, et les lunettes te le disent. En pratique, c'est à pile ou face. J'ai pointé les lunettes vers des objets en demandant une vraie identification, pour obtenir une réponse tellement évidente qu'elle en était inutile. L'équivalent de demander ce que l'on contemple et de s'entendre répondre « c'est un arbre et il a des feuilles ». Merci. Je le savais déjà. Et c'est bien là le problème de fond. Je n'ai jamais réussi à lui faire vraiment confiance. Quand un assistant a raison une fois sur deux et se montre confus avec assurance l'autre moitié du temps, on arrête de s'en remettre à lui. Par rapport à quelque chose comme Gemini, on le sent nettement à la traîne. Et c'est en grande partie structurel, pas seulement parce que Meta serait mauvais en IA. Un assistant intégré à tout un écosystème connaît déjà ton contexte, ton agenda, tes applications, tes habitudes, tes données. C'est ce contexte qui rend les réponses intelligentes et personnalisées. L'IA de Meta mène ce combat avec un bras attaché dans le dos. Il y a aussi une fonctionnalité de traduction intégrée et je l'ai vraiment mise à l'épreuve. Je parle à la fois français et anglais, donc j'ai enchaîné de vraies conversations dans un sens comme dans l'autre. Mon verdict le plus sincère, ce n'est vraiment pas mal. Ça fait le travail et on peut tenir une conversation de base avec. Mais soyons honnêtes, c'est quand même un cran en dessous de ce que Gemini ou ChatGPT proposerait. C'est correct, mais pas au niveau des meilleurs. C'est là qu'il y a un hic. Sur mon iPhone, ça fonctionnait très bien, j'ai même été agréablement surpris. Mais sur mon Samsung, impossible de faire fonctionner cette option. Après, pour être tout à fait honnête, le problème vient peut-être de mon côté. Mon téléphone est peut-être trop ancien, ou il s'agit d'un souci de compatibilité propre à ma configuration, donc je ne vais pas te dire que ça ne marche sur aucun Samsung. Mais avec mon modèle, c'était une impasse totale. Du côté des points positifs, l'IA peut désormais se connecter à quelques services externes. Elle peut récupérer ton calendrier, ton Strava, tes données de santé. Elle n'est donc pas complètement coupée de ton quotidien. C'est ici que ce test ne ressemble plus à un simple essai de gadget. Et c'est une partie que je me sentirais mal d'omettre, car si tu envisages de les acheter, tu mérites de le faire en toute connaissance de cause. Des enquêtes ont révélé que des prestataires humains examinaient des séquences capturées par ces lunettes afin d'entraîner l'IA de Meta, et pas seulement des extraits banals. On parle de moments humains véritablement intimes et d'informations sensibles comme des numéros de carte bancaire qui sont passés sous les yeux de vrais réviseurs. Comment est-ce possible ? D'après ce que l'on sait, cela remonte au fait d'avoir accepté de partager ces données pour améliorer le produit, ce qui revient à donner son accord pour que tes photos et vidéos soient envoyées sur les serveurs de Meta pour y être traitées lorsque tu actives l'IA. Le véritable échec ici, c'est que Meta n'a jamais expliqué clairement aux utilisateurs que c'était ce à quoi ils consentaient. Ce n'est pas un bug, c'est un choix de conception et un bien mauvais. Il y a ensuite le facteur voyeurisme, qui est devenu un véritable phénomène sociétal autour de ces lunettes et plus seulement une hypothèse. Plusieurs rapports font état de personnes qui en filment d'autres sans dire un mot, puis s'empressent de publier ces images, parfois pour en tirer de l'argent. Et cela s'aggrave. En temps normal, ces lunettes émettent une lumière blanche pour signaler aux personnes à proximité qu'elles enregistrent. C'est la seule sécurité offerte par le design. Eh bien, il a été rapporté, notamment par Wired, que certaines personnes peinent jusqu'à environ 120 $ pour faire retirer physiquement ce voyant afin que les lunettes puissent enregistrer en toute discrétion.
Laisse mûrir cette idée. L'unique fonctionnalité censée protéger ton entourage est délibérément neutralisée. Ce n'est pas pour rien qu'une partie du public a commencé à les appeler les lunettes de pervers. Filmer les gens sans leur consentement est devenu une inquiétude tellement réelle que quelqu'un a carrément développé une application mobile dont le seul but est de détecter les lunettes Meta à proximité pour savoir s'il y en a autour de toi. Pour couronner le tout, une note interne qui a fuité faisait état d'une fonctionnalité qui te permettrait d'identifier de parfaits inconnus dans la rue grâce à l'IA, regarder quelqu'un que tu n'as jamais rencontré et afficher son identité. Si Meta déploie un jour cette option, le retour de bâton va être monumental. Maintenant, pourquoi devrais-tu te soucier de tout cela si tu es une personne normale qui compte les utiliser de manière tout à fait responsable? La question est légitime. Voici la réponse. Parce que si l'opinion publique continue de se retourner contre ce produit, cela aura un impact direct sur ce que l'on ressent à l'idée de porter cette paire en public. Si les gens se mettent à réagir face à n'importe quel porteur de lunettes caméra comme s'il s'agissait d'un voyeur par défaut, cela retombera sur toi aussi, même si tu n'as rien fait de mal. C'est un élément bien réel à prendre en compte, et toi seul peux décider de l'importance que cela a pour toi. Voici la réalité stratégique. Presque tout ce qui fait la force de ces lunettes sur le plan matériel, l'appareil photo, les haut-parleurs, le format, Apple et Google sont parfaitement capables de le fabriquer aussi. Ce qu'ils ne peuvent pas répliquer facilement, c'est le design Ray-Ban original, ce look emblématique, et pour beaucoup d'acheteurs, c'est très honnêtement le facteur décisif. En revanche, leurs lunettes, lorsqu'elles arriveront, s'intégreront presque à coup sûr bien plus profondément dans le système d'exploitation de ton téléphone et embarqueront des assistants nettement plus performants. Meta le sait. C'est exactement pour cela qu'il se précipite pour se construire une sorte de rempart avec l'IA en ce moment même, avant que les deux plus grands géants de la tech ne s'invitent à la fête. Quant à savoir si la stratégie IA de Meta constitue un rempart suffisamment solide pour les tenir à distance, très franchement, je te laisse seul juge. Voici mon verdict sincère, et il est plus nuancé que ce à quoi je m'attendais au départ. Si ce que tu cherches, c'est une vraie paire de Ray-Ban intégrant une caméra pour capturer des photos et des vidéos en ayant les mains totalement libres, qui diffuse ta musique et tes podcasts grâce à des haut-parleurs à oreilles libres, et qui tient désormais une journée entière sur une charge, alors oui, elles valent carrément le coup, et la décision est d'autant plus facile si tu les trouves en promotion. Le matériel et le design sont franchement excellents. De ce côté-là, il n'y a aucun débat. Mais c'est un oui assorti de vraies réserves, et ce serait te rendre un bien mauvais service que de prétendre le contraire. L'IA n'est pas à la hauteur et je ne lui fais pas confiance. L'application t'impose des contenus inutiles. Et les enjeux de confidentialité entourant ce produit sont loin d'être anecdotiques. C'est le point sur lequel je réfléchirai le plus avant d'acheter. Cela dit, savoir s'il faut les acheter et en avoir réellement pour son argent sont deux choses différentes. Et au déballage, presque personne ne les configure correctement. J'ai donc conçu un guide pour régler précisément ce problème. Tout y est. Quel modèle convient à quel usage pour ne pas payer trop cher, la configuration exacte du premier jour, les commandes IA qui valent vraiment le coup classé par situation, cuisine, voyage, vidéo, ainsi que la solution à chaque problème avant même de le rencontrer. Sans oublier une fiche mémo à imprimer pour tout réussir du premier coup. C'est le manuel que Meta aurait dû mettre dans la boîte. Le premier lien est dans la description, récupère-le, configure tes lunettes comme un pro et tu en tireras bien plus de bénéfices que tous ceux qui continuent d'improviser. À la prochaine.